Donc mon nom c'est Jean-Hugues Renaud, donc Stéphanie Beau. Voilà. Donc voilà, Manuel Daucher, une petite pensée pour Stéphanie, qui a eu voilà, un imprévu. Un imprévu familial. Et donc, alors je suis le chimiste de la bande, désolé. Voilà. On va essayer de faire assez court, si possible pour que vous ayez le temps de poser quelques questions. On va essayer aussi de faire assez simple, voilà, pour que vous compreniez, plutôt que les détails, la philosophie et la façon dont on travaille de plus en plus à l'interface entre l'ICMR, qui est l'unité dans laquelle je travaille, et l'unité médique, et plus particulièrement l'équipe MIME, donc, dans laquelle travaille Manuel Daucher. Alors, quelques éléments de contexte. Lorsqu'on veut chercher de nouvelles molécules ou des molécules existantes et qu'on veut leur trouver des fonctions, alors ça peut être pour des médicaments, ça peut être pour des cosmétiques, ça peut être pour d'autres choses, hein. Le point de départ, c'est toujours un espace chimique, c'est-à-dire un ensemble de molécules. Et si on regarde finalement ces espaces chimiques, on peut en trouver trois principaux. Si vous tatillonnez, on pourrait peut-être en trouver d'autres, mais on va dire trois principaux. Le premier, ça concerne les molécules naturelles. D'accord ? On en parlera un petit peu derrière. Donc elles sont présentes, elles existent. On en a isolé aujourd'hui entre 200 et 300 000 et on estime que ce réservoir pourrait être autour de 500 000 molécules, à peu près. Ensuite, on a un deuxième espace chimique, on travaille énormément également dans notre unité de recherche, c'est celui qui est issu de la synthèse organique. C'est-à-dire que là, ces molécules, on va les fabriquer. On est un petit peu moins fainéant, c'est-à-dire que là, c'est un travail pour les fainéants, on laisse faire les plantes ou les micro-organismes, on récupère, on vient travailler. Là, on se les fait, à la main. Alors évidemment, il peut y avoir un recouvrement entre ces deux espaces, hein. C'est-à-dire qu'on sait faire par synthèse des molécules naturelles, heureusement. Et puis, il y a un troisième espace ici, qui est un espace virtuel. D'accord ? Donc ce sont des structures qui sont dans des bases de données. D'accord ? Alors généralement, soit des bases de données ouvertes, soit des bases de données fermées, c'est-à-dire qu'il faut payer pour voir. Et comment est-ce qu'elles sont conçues ? Donc il y aura un exemple tout à l'heure en fin de présentation. En fait, vous avez des sociétés ou des laboratoires qui ont à disposition des building blocks, c'est-à-dire des petites briques, des petits éléments, et qui maîtrisent tout un tas d'opérations unitaires qui permettent d'assembler ces différents éléments de façon plus ou moins aléatoire. Donc vous imaginez que si vous avez à disposition ici, par exemple, 4000, 5000 ou 10 000 petites briques élémentaires, vous imaginez qu'en les combinant toutes de façon aléatoire, vous allez obtenir assez rapidement des milliards de structures. D'accord ? Bon, pour l'espace chimique des molécules faites par synthèse organique, je dirais qu'aujourd'hui, je parle sous contrôle de mon collègue là-haut qui fait de la synthèse, mais on doit être autour de quelques dizaines de millions de molécules qui ont été synthétisées aujourd'hui à peu près. Alors, après, c'est intéressant d'aller voir un petit peu le nez dans ces espaces chimiques, et ils sont assez différents. Vous voyez ici, là, en orange, c'est l'espace chimique des molécules faites par synthèse organique. Alors, il y en a beaucoup, je vous ai dit, plusieurs dizaines de millions probablement, mais finalement, il est assez compact. D'accord ? L'espace chimique des molécules naturelles, il y en a beaucoup moins. Vous voyez que les points sont... On voit bien, il y a moins de densité de points, par contre, c'est plus dispersé. C'est-à-dire que là, vous avez plus de diversité chimique que là. Et encore plus que là. D'accord ? Alors, si vous voulez maintenant chercher des médicaments, par exemple, à partir de ça, ou même encore pire, de ça, vous imaginez bien que vous n'allez pas tester, je ne sais pas moi, 2 milliards de molécules. Alors là, pour le coup, des collègues biologistes vont dire non, là, ça ne va pas être possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par une étape de screening in silico, de docking ou de docking inverse, c'est ce que vous présentera Manu tout à l'heure. Et puis ensuite, on teste en vrai les candidats qui sont sortis de là. Alors, il ne faut pas avoir dans l'idée que 100% de ce qui sort de là va être l'actif là, hein. Sincèrement, si vous avez 10-20%, vous êtes les rois du pétrole. Et dans un cas qu'on va vous présenter tout à l'heure, on a juste eu 0%. D'accord ? Ça montre aussi les limites, désolé Stéphanie, hein, mais du tout calcul. Voilà. Alors, moi je vais m'intéresser là pour l'instant plutôt à cet aspect-là. Vous récupérez une plante, vous en faites un extrait, et là, vous êtes content, vous avez, je sais pas, 100, 1000 molécules qui sont en mélange. Comment est-ce qu'on fait ? Alors,
finalement, alors ce schéma il peut vous sembler extrêmement simple, mais extrêmement compliqué, pardon, je vais vous l'expliquer de façon simple. Ben, pour moi, il est simple. Vous avez des objets physiques. Vous avez des objets physiques, c'est-à-dire des extraits plus ou moins complexes, parfois, si vous avez du pot, des molécules pures. D'accord ? Et puis vous, votre intérêt, c'est de dire, ok, c'est quoi le nom de ce truc ? Quelle est la formule chimique ? Pour ce faire, vous allez utiliser des techniques spectroscopiques. D'accord ? Globalement, pour nous, la spectromasse, la RMN et de temps en temps les rayons X, par exemple. Puis là, c'est un petit peu comme votre appareil photo. La question, généralement, c'est que vous faites votre appareil, il ne génère pas un JPEG tout de suite. Il va générer des RAW, des fichiers RAW, c'est-à-dire des données brutes, des données froides. D'accord ? Nos appareils, c'est la même chose. Donc, on va acquérir des données. D'accord ? Et puis ensuite, on va traiter ces données pour les rendre interprétables. D'accord ? Une fois qu'on en est là, et ben après, on va essayer de coller sur ces données spectroscopiques des structures. Là, il y a deux cas différents. Soit, ici, vous êtes parti de mélange, donc là, vous avez des données sur des mélanges, et si vous voulez faire la structure, à un moment donné, il va falloir mettre des statistiques multivariées, on appelle ça de la chémo-informatique, pour aller vous dépatouiller de ce qui est mélangé ici, pour aller récupérer les signaux individuels de chacune des molécules. D'accord ? Donc ça, on peut le faire. Soit vous avez ici des molécules pures, à ce moment-là, vous ferez l'élucidation structurale. Et là, encore, deux cas différents. Celui-là, je vous en parle tout de suite derrière. On va prendre le cas le plus classique. Vous avez une molécule, vous faites l'acquisition des différentes données, et puis là, vous faites la structure des nouveaux, soit avec votre petite main, ou vos petites mains, soit assisté par ordinateur, plus généralement par une combinaison des deux. Et puis là, vous voyez, il y a un mot qui s'appelle déréplication. Alors, qu'est-ce que c'est que la déréplication ? Pour l'expliquer, on va rapidement voir comment est-ce qu'on fonctionnait. J'ai tendance à plutôt utiliser un temps du passé de façon classique. Vous partez d'une plante, par exemple, ou d'un micro-organisme, vous faites un extrait, et alors après, vous rentrez dans une étape longue et fastidieuse, pas forcément très appréciée des doctorants, où vous devez fractionner, purifier. C'est coûteux, c'est long, et après, vous faites l'identification des composés que vous avez dans vos mélanges, et alors là, pas de peau. Je vous garantis, c'est 9 fois sur 10, ce sont des composés qui sont déjà connus. Et si la plante n'a pas trop été originale, en fait, c'est 10 fois sur 10. Donc ça veut dire que vous avez passé 2 ans de votre thèse à gratter, et puis vous avez sorti 42 composés, ils sont déjà les 42 dans la littérature. Vous comprendrez que c'est quand même un tantinet frustrant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de développer des méthodes qui permettent de shunter cette étape-là, d'accord ? Pour le plus tôt possible avoir des informations sur ce qui est connu. Une autre façon d'expliquer, c'est ça. J'adore cet artiste-là. Si vous allez sur Internet, vous verrez, il fait des tas de trucs rigolos. Donc ça, c'est la façon classique. Vous prenez le bouquet de fleurs, vous le découpez dans tous ces éléments constitutifs, vous récupérez tous ces éléments et vous dites, ça, ce sont des tiges, ça, c'est pétale orange, ça, c'est pétale violette. C'est-à-dire, vous faites de la notation ou même de l'élucidation structurale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit assisté par ordinateur ou non. La déréplication, c'est, en fait, vous faites la même chose, mais de façon virtuelle. C'est-à-dire que, physiquement, votre bouquet, vous ne le touchez pas. D'accord ? Vous allez récupérer de l'information sur le mélange, et via des techniques de statistiques multivariées, vous allez finalement décomposer virtuellement les différents éléments, et, alors, les annoter. Là, je ne vais pas dire élucider les structures, je vais dire annoter. Parce que forcément, vous voyez, j'ai un peu flouté ici, c'est-à-dire que là, dans la mesure où vous n'avez pas fait la vraie décomposition, vous avez quand même un niveau d'incertitude. C'est-à-dire quand vous allez mettre un nom ici, vous allez dire, ok, ça c'est des tiges à 90%, quoi. Mais vous n'êtes pas totalement sûr. Donc on appelle ça de l'annotation. Alors on a développé au labo une méthode de déréplication. Ça s'appelle la déréplication, c'est-à-dire vous essayez de savoir le plus tôt possible tout ce qui est connu. Comment est-ce qu'on fait ? On part d'un extrait, on fait des... Alors notre extrait, il est très 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 complexe. Alors on va quand même le simplifier un petit peu, on va faire des fractions. Dans chaque fraction, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de composés, mais au moins c'est plus simple que l'extrait de départ. Et on va utiliser pour ça une technique un petit peu particulière, vous la verrez cet après-midi pour ceux qui viennent visiter le plus beau des laboratoires, c'est-à-dire le nôtre. Vous passerez avant dans le plus beau, c'est-à-dire... Voilà. Donc en fait, on obtient une série de fractions. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les fractions,
elles sont issues d'un même processus, c'est-à-dire que la fraction n va conditionner la fraction n-1, mais elle est conditionnée, n plus 1, pardon, mais elle est conditionnée aussi par la fraction n-1. Elles ont une cohérence entre elles. Ça, c'est important. Chacune de ces fractions, on les soumet à une analyse de RMN, de mélange. Et vous regardez les spectres, ça ressemble un petit peu comme si vous regardiez votre gazon par le bas, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de pics partout. Okay, mais vous obtenez une série de spectres. Ensuite, on a développé des petits algorithmes, on met ça dans un tableau. Si vous voulez faire science, on appelle ça une matrice. On va dire que c'est un tableau. Et puis, donc là, vous avez les fractions en colonne, et puis ce qu'on appelle des déplacements chimiques dans des lignes. Si vous regardez ce tableau-là, en l'état, il est illisible. Et on va faire une espèce de tour de passe-passe magique qui s'appelle une classification hiérarchique ascendante. C'est un outil statistique. Et qu'est-ce que va faire ce truc statistique? Il va, en fait, intervertir toutes les lignes pour regrouper ensemble les petites cases ici, en tout cas les évolutions, on appelle, on va dire, les déplacements chimiques. Ils vont les regrouper et regrouper ensemble tous les déplacements chimiques qui, en matière d'intensité, évoluent de la même façon au cours du fractionnement. C'est-à-dire, j'en ai un petit peu, j'en ai beaucoup, et puis je diminue. Puis j'en ai un autre qui arrive un petit peu, ça beaucoup, et puis ça rediminue. D'accord ? Sous-entendu que si chaque déplacement chimique évolue de la même façon, ça veut très certainement dire que ces déplacements chimiques appartiennent à la même molécule. Ils sont accrochés sur la même molécule. D'accord ? Donc j'obtiens à la fin des clusters qui appartiennent tous à une même molécule. J'interroge une base de données qu'on a à la maison et qui nous renvoie des molécules. D'accord ? Alors voilà ce que ça donne. On a fait ça sur des écorces. Alors l'idée ici, c'était d'essayer de trouver des nouveaux composés pour traiter la toxoplasmose. On a regardé une dizaine d'essences d'arbres champardonnés, particulièrement les écorces. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ah, il y a un extrait qui est intéressant, c'est l'aulne glutineux, Alnus glutinosa. Ok, c'est intéressant, certes, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, vous reconnaissez la carte de chaleur, c'est celle qu'on a ici. Voilà, on a interrogé et on constate qu'on a essentiellement des triterpènes de triflupane. Retenez, on en reparlera tout à la fin de l'exposition. Autre méthode de déréplication, on a vu la RMN tout à l'heure. On va voir maintenant la spectre de masse. D'accord ? La RMN, comment est-ce que ça fonctionne? Vous connaissez, je pense. C'est comme l'IRM. L'IRM, c'est de la RMN de l'eau. C'est-à-dire qu'on énerve, en gros, on énerve les noyaux, on les met dans un état d'excitation, et puis après, on regarde comment ils reviennent à leur état d'équilibre. D'accord ? Et la façon dont ils reviennent à l'état d'équilibre est très clairement corrélée à leur environnement atomique. Bon, ça c'est la RMN. La masse, comme son nom l'indique, on va regarder la masse moléculaire des molécules. Donc on prend notre mélange, on enregistre les spectres de masse de tous les composés du mélange, et puis ensuite, toujours des stats, désolé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer tous ces spectres. Et on va leur assigner un taux de comparaison. On appelle ça un cosine score. On pourrait faire du Tisny aussi, mais bon, là, en l'occurrence, c'est un cosine score. Globalement, si deux spectres sont identiques, il y a un coefficient 1. S'ils se ressemblent, par exemple 0,8, ils se ressemblent un peu plus, ben tiens, c'est 0,9. Ils se ressemblent cela un peu moins, 0,7. Puis ils se ressemblent vraiment pas trop, c'est 0,2. D'accord ? Et ensuite, dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait? On va placer des nœuds et des arêtes. Chaque nœud ici, chaque petit rond, ça représente un spectre de masse, et on les relie ou pas en fonction de leur degré de similarité. C'est-à-dire, s'ils sont reliés ici par un trait qui est épais, ça veut dire que ça se ressemble beaucoup. Si c'est relié pas du tout, ça veut dire que ça se ressemble pas beaucoup. Puis si c'est relié, par exemple, un petit peu comme ça, ça veut dire que ça se ressemble un petit peu. Et on va pouvoir comme ça cartographier l'ensemble des métabolites qui sont dans un extrait. Ça, par exemple, c'est ça s'appelle un réseau moléculaire, c'est la théorie des graphes. Je vous signale que c'est comme ça que Facebook vous connecte les uns avec les autres. Typiquement, c'est la même chose derrière, c'est le même outil. Sauf que nous, on ne connecte pas des individus entre eux, on connecte des molécules entre elles ou des structures entre elles. Voilà, donc ça, c'est un réseau moléculaire d'un extrait de Mélèze d'Europe. D'accord ? Alors, la masse, en fait, c'est vachement bien. D'accord ? Globalement, ça a une très très grande plage dynamique. C'est-à-dire qu'avec la masse, vous pourrez
à noter des composés qui sont majoritaires, mais aussi à noter des composés qui sont très minoritaires, parce que la masse est très sensible. Par contre, l'information que ça vous renvoie, elle est moyennement consistante. Le degré de j'y mettrai pas toujours ma main à couper, enfin jamais en fait. D'accord? C'est normal. Vous avez vu le nombre de molécules, 500 000 molécules naturelles. Vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup qui pèsent 354 par exemple. Eh oui. Alors, on fait de la MS, on regarde un petit peu plus près. Mais bon, l'information, le degré de confiance, il est bon, mais il n'est pas génial. La RMN, par contre, alors elle vous fait une espèce de signature moléculaire hyper précise de ce que vous avez. Donc, le niveau de confiance de ce qui revient de la RMN est très bon. Par contre, malheureusement, la sensibilité est moins bonne. C'est-à-dire que les traits minoritaires, on s'en sort moins bien. Et donc, ce qu'on essaie de faire au laboratoire aujourd'hui, c'est de faire converger les deux informations. Typiquement, c'est ce qu'on a fait là-dessus, sur l'Arix décidual, donc le mélèze de Roth. Et bien, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on arrive... Alors, vous voyez qu'on annote beaucoup de choses avec la masse, mais finalement avec pas mal d'erreurs. Et on vient consolider par l'approche, vous reconnaissez ma carte de chaleur de tout à l'heure, donc vous voyez les réseaux, la masse, ici la carte de chaleur qui est issue de la RMN, on vient consolider les informations et donc récupérer ici un ensemble de données. Alors là, pour lesquelles, je n'appelle plus ça de l'annotation, j'appelle ça de l'élucidation, parce que j'ai utilisé deux techniques différentes, on dit orthogonales. Et donc là, je peux dire que j'ai élucidé les structures. Et une fois que les structures sont élucidées, il faut travailler, parce que voilà. Donc, c'était le petit chambrage du physicien au chimiste, comme d'habitude. Il faut bien des prestataires. Il faut bien des prestataires, on est d'accord. Produire de l'image, c'est important. Donc moi, je vais remplacer Stéphanie et je vais découvrir le PowerPoint quasiment avec vous, donc je vais essayer de l'illustrer au mieux. Ce qu'on essaie de faire au niveau de l'utilisation conjointe que l'on a ensemble pour être plus sérieux, c'est-à-dire la chimie qui vient voir la physique qui fait de la biophysique, qui va voir le biologiste, vous avez eu ce matin la vision faite par Laurent Ducas, fait qu'en fait on essaie toujours de comprendre les interactions. Et bien sûr on se place à différentes échelles, et on vient de le voir, là on était sur des échelles petites molécules, mais souvent ces petites molécules, dans le cadre des processus de vieillissement et autres, vont venir tacler des objets, ce qu'on appelle des objets cibles, donc nos protéines. Et on va regarder par exemple, typiquement par simulation, comment ce type d'interaction peut se faire en évaluant ce qu'on appelle l'énergie de liaison, c'est-à-dire qu'on va aller regarder la contribution de chacun des termes énergétiques et d'essayer de comprendre comment ces objets peuvent s'ajuster l'un à l'autre. Si je vous serre la main, au départ la main elle va être droite, alors si tant est qu'aujourd'hui on est plus sur mais voilà, et vous allez adapter votre main, il va y avoir un phénomène de dynamique, vous pouvez même avoir des poignées de main historiques où on sait bien que chaque président essaye de maintenir la main de l'autre, mais vous comprenez bien que derrière cette interaction elle se fait, sauf que nous on va devoir descendre très bas, enfin on va essayer de regarder là où les énergies sont les plus favorables. Et alors pour ce faire, bien évidemment on va utiliser des calculateurs, et on va utiliser ce qu'on appelle une technique de docking. Donc c'est ni plus ni moins que vous avez un objet protéique, une macromolécule, on va vouloir venir regarder et discuter avec le chimiste, alors qui sait faire de la macromolécule, mais qui dans le cas présent est plus sur de l'objet de petites molécules ou de substances naturelles, comme vient de le dire Jean-Hugues. Et en fait, on fait une espèce de treillage tridimensionnel, une espèce de Rubik's Cube monstrueux. Et en fait, on est un peu feignant en physique, on va simplement calculer ce qui se passe au niveau des croisements du triage. Et on va essayer, en 3D, on va essayer sur cette grille de regarder un petit peu comment peut venir se placer un objet. Alors ça, c'est... et ce matin, le premier conférencier utilisait souvent le mot plasticité. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, on parle de plasticité moléculaire, parce que ces objets-là, il y a un type qui s'appelait Einstein qui a dit que même au zéro absolu, il restait un demi de quanta d'énergie, c'est-à-dire que même à moins 273,15, vous avez encore un petit peu de mouvement. Alors pas trop de mouvement, mais plus vous chauffez, bien évidemment, plus ça bouge. D'accord ? Et donc on va essayer de regarder un petit peu, on va essayer de regarder ce qu'on appelle l'espace conformationnel, et Jean-Hugues le disait tout à l'heure, alors sauf que quand on a des triterpènes,
ben, il se trouve un peu contraint, mais c'est peut-être pas là où on va jouer, et on va y regarder tous les degrés de liberté, pour pouvoir essayer d'évaluer où est-ce que ces objets vont venir se fixer sur mon objet cible, ma protéine. Et ça, je vais l'évaluer sur chacun de mes points tridimensionnels du réseau. Oups, alors j'en ai plein, voilà. Alors, toutes les big pharma utilisent une technique qu'on appelle, donc pour trouver du médicament, utilisent une technique qu'on appelle de criblage virtuel, où en fait, en général, ils ont une cible, ils ont des millions de molécules, ils font ce qu'on appelle du screening, et puis ils vont choper des hits, donc des molécules majeures, dans des séries de molécules chimiques. Et puis là, ils vont espérer que parmi toutes ces molécules, certaines puissent avoir de la potentialité pour aller traiter tel type de cancer ou autre. Alors nous, grâce, et j'en profite puisque François Macquart est là, on a vu une photo ce matin, mais c'était les questions avec François, notre ancien directeur, et Laurent, le directeur actuel. Souvent, ils me disent « Ah, t'es gentil, Manu, nous, on a une matricule, nous, on a un objet, mais c'est quoi la cible ?» Alors la question qu'on s'était posée initialement avec Steph, c'était de se dire c'est trivial ce truc, pourquoi jamais personne n'a fait? En fait, ça fait 6 ans qu'on se casse les dents dessus, parce que l'idée que l'on a, c'était de se dire voilà, si j'ai un ligand, quelle est ma cible? Alors il existe pour toutes les cibles connues, donc pour vous situer aussi, c'est un chiffre que je voudrais vous donner, actuellement au niveau du nombre de protéines connues en termes de séquences, on est autour de 10 puissance 22, 10 puissance 23 séquences protéiques connues. Au niveau du nombre de structures cristallo connues, on était, je viens de regarder tout à l'heure, autour de 200 000. Et sur les 200 000, par exemple, le lysozyme, il est connu pas loin de 5000 fois. Donc ce qui fait que quand je fais ce qu'on appelle une base non redondante, je suis autour de 30 000. Donc 3 10 puissance 4 versus 10 puissance 22 séquences connues, donc il y a encore un petit peu de boulot. Même si actuellement, peut-être vous en avez entendu parler, on nous parle d'AlphaFold. Moi je fais des bons réguliers sur AlphaFold parce que ça marche bien quand c'est connu. Mais quand c'est pas connu, c'est pas connu. Voilà. Donc on essaye d'aller chercher toutes ces cibles et on essaie de regarder un petit peu en utilisant la puissance informatique. Donc on parlait longtemps du CPU, maintenant on va parler du GPU, c'est-à-dire on utilise les cartes graphiques des ordinateurs, donc on a un supercalculateur ici, et pour vous situer, on fait de l'ordre, alors on est au niveau de ce qu'on appelle le pétascale, et on espère passer, enfin les informaticiens espèrent passer à l'hexascale, il faut que je fasse gaffe, il y a une mateuse, donc peut-être pas gaffe. Mais hexascale, il y a une informaticienne aussi. Hexascale, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 puissance 15 ou 10 puissance 18 calculs par seconde. Et on va derrière essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, l'idée qu'on a eue, c'était de se dire, finalement, toutes ces cibles, on va aller les répartir sur le calculateur, de façon à faire ce qu'on a appelé du docking inverse. C'est un peu pompeux, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais aller répartir sur la puissance de feu de ma machine, de mon supercalculateur, je vais aller répartir un ensemble de zones qui m'intéressent, dont on sait par le chimiste ou par le biologiste qu'ils sont des zones d'interaction, et puis on va regarder un peu ce qui se passe. Donc on a développé un outil qui s'appelle AMID, je vais vous passer les détails techniques. Aujourd'hui, tout ce qui est CPU, on est passé GPU. Et vous allez voir, ça aura du sens dans le cas du HT Covid que l'on a traité un petit peu, qu'on traite avec Jean-Luc, c'est que en termes de rapidité et de puissance de feu, c'est vraiment impressionnant. Donc on découpe l'espace, on fractionne, on distribue, on calcule, et vous voyez, c'est sur cette visu-là où c'est intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais il y a quelque temps, au tout début du projet que l'on a eu sur le SARS-CoV-2, donc vous imaginez bien que ça ne fait pas 10 ans, on a décollé ça en mars ou avril 2020, on était capable de faire 20 ligands par semaine. Donc avec l'aide de nos camarades informaticiens, il faut le dire, on est aujourd'hui capable de faire 100 000 molécules à la semaine, à peu près. Et pour situer sur certains calculs, alors je ne parle pas de ça, mais sur certains calculs du labo, pour que vous vous rendiez compte, on a des calculs qui peuvent durer 4, 5, 6 semaines temps machine. D'accord? Et après, on récupère des téraoctets de données. Et là, par exemple, sur le cas Covid, on était de l'ordre d'un espace chimique de petites molécules de l'ordre de 300 000.
Un peu moins, 280 000. Et on a tapé sur 25 structures protéiques différentes, 16 protéines différentes avec des formes différentes, ce qui nous génère 78 millions de fichiers. Donc là encore, vous comprenez bien que derrière, on ne se les fait pas un par un, même si on a des doctorants. Et, et des stagiaires, on en profite, ils ne sont pas là. Mais au-delà de ça, voilà, on est obligé derrière de vraiment travailler en statistique et d'essayer de regarder un petit peu comment on peut aller vraiment bien cibler chacune de ces cibles et donc d'essayer d'identifier de nouvelles zones, de nouvelles cibles en fonction du projet que l'on a. Je me souviens plus, ouais, c'est toi qui le reprends. Ouais, la petite musique, c'était bien. Alors, quelques exemples de la vraie vie. Alors, le premier exemple, donc j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Hein. On collabore énormément avec l'unité ESCAPE, qui est une unité de biologistes et de médecins. Ces gens-là ont des blues et soignent des gens, en partie. Enfin, en partie, les gens. Mais les gens, ils les soignent complètement, rassurez-vous. Et donc, à Reims, on est centre de référence sur la pathologie toxoplasmose. Voilà pourquoi on travaille pas mal avec eux. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, Alnus glutinosa, l'ôle de glutineux, on a un extrait plutôt apolaire qui est actif, on fait la déréplication et, un nom un peu barbare, on récupère des triterpènes plutôt squelette lupane. Mais on en a plusieurs. Et alors là, pour le coup, il faut se retrousser les manches, le in silico c'est terminé. Là, les produits, il faut se les sortir. Il n'y a pas trop le choix. Alors on est en train de travailler sur la corrélation de l'information en mélange qui vient de la chimie sur de la corrélation en mélange qu'on obtiendrait sur la biologie, c'est-à-dire faire des tests bio sur des mélanges et comprendre ensuite qu'est-ce qui est actif dans les mélanges. C'est extrêmement compliqué si vous ne voulez pas raconter de conneries. C'est très très compliqué parce que c'est plein de phénomènes non linéaires. Les composés ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils peuvent agir à deux sur une même cible. Il peut y avoir des antagonismes. Il peut y avoir des synergies. C'est absolument pas linéaire. Donc là, bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On isole les molécules une à une. Vous en avez ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que manifestement, celle qui a le plus de potentiel, c'est la bétulone. Vous savez, sa structure qui est ici. Donc elle nous inhibe, en gros, à cette concentration-là, quasiment totalement... Pardon, la croissance du parasite. Et puis, Manu l'a dit tout à l'heure, ok, quand on travaille et quand on a comme ça une activité, mais quelle est la cible? Et ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps quand vous faites de l'antimicrobien. Quand vous faites du cancer, les gens sont souvent spécialisés dans certains types de cibles. Il y en a qui font des kinases. Ils font des kinases. Et ils testent sur les kinases. Là, vous testez sur toxo, c'est-à-dire d'emblée, vous testez sur la bestiole complète. D'accord? Et une fois que vous savez que c'est actif, ben vous dites, bon, ok, d'accord, mais c'est quoi qui est impliqué? Parce que si jamais ça tape sur une des protéines de la bestiole qui peut croiser avec l'humain et vous amener tout un tas d'effets secondaires, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc par exemple, dans Toxoplasma gondii, c'est un apicomplexe, ben, les protéines de l'apicomplexe, qui sont une espèce de vieille résurgence d'algues rouges, c'est peut-être intéressant d'aller taper dans des protéines qui sont là-dedans. Parce que entre l'algue rouge et l'humain, a priori, ça devrait quand même pas trop croiser. D'accord? Donc voilà, on a tout un tas de cibles stratégiques. On utilise l'outil amide, d'accord? Et on regarde comment la bétulone va aller se coller sur ces cibles-là, in silico. Alors on regarde quoi? Manu l'a dit tout à l'heure, on regarde évidemment l'énergie. On regarde aussi la population. C'est-à-dire que, là, encore une fois, on fait des stats. C'est-à-dire c'est bien si ça se colle avec une bonne énergie, mais s'il y a un seul exemple dans toutes les poses qu'on obtient, c'est peut-être pas très, très caractéristique. Donc on fait une espèce de combinaison entre, ok, on veut qu'il y ait beaucoup de poses qui convergent vers cet endroit-là, mais avec une bonne énergie. Puis après, il faut regarder aussi l'endroit, parce que vous avez aussi, dans certains cas, des interactions qui sont complètement non spécifiques. Il faut aussi que ça aille se coller au bon endroit. Bon, globalement, il y a 3 protéines qui sortent. En plus, elles sont intéressantes. Et à ce moment-là, on va confirmer. Et là, on va faire du docking classique. C'est-à-dire qu'on reprend notre bétulone, on fait du docking classique et on regarde comment ça va se coller dans, en réalité, c'est la CDPK3, c'est-à-dire celle-là. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, ça s'insère bien
au site catalytique. Et là, on peut caractériser les interactions. Ici, on est plutôt sur des interactions type apolaire. Ici, on a un carbonite qui vient jouer avec cet acide aminé. Et puis là, on est plutôt dans des interactions de type, on va qualifier plutôt polaire. D'accord ? Alors, ça, c'est intéressant aussi parce que là, on comprend comment ça va se mettre dans le site actif. Juste un petit aparté, ça va être très rapide. Manu l'a pas dit tout à l'heure, les boîtes pharmaceutiques aiment bien utiliser des espèces de filtres en amont du docking. C'est-à-dire qu'ils ont des grandes bibliothèques et puis ils vont faire ce qu'on appelle des filtres Lipinski ou des filtres ADMET. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de règles qui vous disent que pour des molécules, si on veut que ce soit un médicament, il faut que ce soit comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. D'accord ? Les substances naturelles, si on les passe au crible de ce type de filtre, ça ne marche pas bien. Donc généralement, il faut les optimiser. Très souvent, il faut les optimiser. Et de bien connaître la façon, de bien comprendre la façon dont ça s'accroche, ça permet de les optimiser. Voilà pour la toxo. Et on va passer en Covid. Donc j'ai vu Hélène qui paniquait, donc je vais aller assez vite pour que vous ayez le temps de manger, puisqu'après vous venez me revoir encore. Je vais encore vous parler de modélisation. Mais donc, comme vous savez, on vient de traverser une période relativement chargée en émotions virales. Et donc, on s'est penché avec un ensemble de collègues pour aller travailler sur ce qu'on a appelé du haut débit, high throughput, pour le Covid. Et donc, je le fais très rapidement. On a travaillé avec un collègue à Strasbourg qui fait ce qu'on appelle de la chémo-informatique. Donc, lui, dans une fac de pharma, mais comme Jean-Hugues, mais avec l'aspect modélisation, comme moi qui suis plus en bio. Et en fait, ils sont capables, Jean-Hugues l'a dit tout à l'heure, de travailler sur un espace virtuel. Donc là, 1,5 milliard de molécules en face. Et puis nous, on a repris notre approche de double docking, hein, c'était fait en parallèle, de façon à essayer d'aller chercher des structures candidates. Alors, dans l'approche qui a été développée par Didier Rognan, ils ont fini par sortir de l'ordre de 700 et quelques molécules d'intérêt. Nous, on a été regarder un petit peu ce qui se passait et on a essayé vraiment bien de travailler cette interface entre un espace autour de 250 000, je croyais que c'était 280, mais donc 250 000 molécules, une quinzaine de cibles qui ont plusieurs conformations, puisque comme je vous l'ai dit, les objets bougent, et là, ils peuvent révéler des zones cryptiques. Et donc derrière, on est en train d'analyser actuellement ces données. On a quelques molécules, substances NAT, ça c'est l'intérêt, c'est d'aller chercher de la substance NAT d'intérêt, et on est en train de faire avec des collègues sur Marseille, on est en train de faire tous ces tests in vitro, in vivo, qui arrivent derrière, donc vraiment la bio qui est derrière. Mais là, l'intérêt du projet, c'était, alors pour vous situer, Didier a bénéficié des supercalculateurs de ce qu'on appelle en France le GENSI, peu importe, le plus grand, 40 jours de calcul non-stop. La totalité de la machine que pour lui. On a arrêté tous les autres projets météo, projets, etc. Tout ça, ça s'est arrêté en avril 2020, à la louche. Et puis, voilà, passé là-dessus. Alors, la société qui fabrique les molécules est en Ukraine. Donc il y a un article qui est sorti du PDG ukrainien il y a quelques jours. Je ne vous fais pas de dessin, c'est pas la peine. Okay. Donc voilà, on est aussi en train d'essayer de regarder comment on va pouvoir aller rechercher ces molécules, puisque le labo a été détruit. Donc derrière, il n'y a plus de possibilités. Mais on est en train d'avancer, et en fait, je pense que peut-être le message final, c'est que ce couplage de modéliser, avec une vision de physicien, mais ça peut être une vision d'informaticien, mais surtout un appui et une vision du chimiste qui, lui, connaît vraiment bien les molécules. Moi, une molécule, c'est un groupement d'atomes qui se connectent entre eux. Après, je vais travailler bien plus avec le biologiste et le biochimiste, et du coup, je vais devoir me poser des questions, mais cette association, cette quadrature, informatique, chimie, biologie, avec un peu de modélisation, ben, finalement, ça ne marche pas si mal que ça. Donc bien sûr, je crois que tout à l'heure c'est Sébastien qui disait on n'est pas tout seul, donc on a plein de soutiens, plein d'heures de calcul, et on est prêt à répondre à vos questions avant que vous tombiez de faim complètement.